Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la réconciliation nationale comme priorité au Mali. Les autorités nationales se donnent moins de 2 semaines pour aboutir à un accord avec les groupes du Nord. Deuxième jour de l'élection présidentielle égyptienne ce mardi. Les premiers résultats issus des expatriés confirment déjà l'avancée d'Abdel Fattah al-Sisi. Et puis, premier match de préparation pour la Coupe du Monde de football au Brésil. Les Lions indomptables du Cameroun ont remporté leur rencontre face à la Macédoine ce lundi. Après les affrontements meurtriers de ces derniers jours, l'heure est à l'apaisement au Mali. Les deux parties semblent disposées à négocier. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est donné 10 jours pour élaborer une feuille de route. L'accent a notamment été mis sur la sécurité au nord du Mali et la cohabitation pacifique entre les populations. Les pays limitrophes tels que l'Algérie ou le Burkina Faso se sont également proposés d'abriter les négociations à venir. Je pense que nous étions déjà dans un processus de dialogue. L'État malien posait des actes concrets depuis l'installation du président en septembre 2013. Aujourd'hui, il y a eu une pause, on va le dire, mais qui va être reprise. Vous savez que le président a nommé dernièrement, il y a quelques semaines, un haut représentant en charge des négociations intermaliennes. Donc c'est à lui de prendre le relais, de faire en sorte que tous ceux avec lesquels nous pouvons dialoguer soient présents autour de la table et qu'on aboutisse rapidement à un accord de paix définitif. Les résultats de l'élection présidentielle au Malawi ne seront pas officiels avant 2 mois. Depuis lundi, la commission électorale s'est lancée dans un processus de recompte des votes. La présidente sortante Joyce Banda avait dénoncé des fraudes massives sur le scrutin du 20 mai et tenté de faire invalider l'élection. Une manœuvre annulée et jugée illégitime par la Haute Cour de justice. Les premières opérations de décompte avaient donné Peter Mutharika vainqueur avec 42% des suffrages. Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce lundi. En Égypte, 50 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour désigner le successeur de Mohamed Morsi, renversé en juillet 2013. Et c'est l'architecte de cette destitution, Abdel Fattah al-Sisi, qui fait figure de large favori, Charles de Jouvenel. Depuis ce lundi se tient en Égypte le scrutin présidentiel censé clore le chapitre Mohamed Morsi. Organisée sur 2 jours, cette élection est très attendue par un peuple égyptien désireux de pouvoir choisir un nouveau chef d'État. Ouverts depuis ce lundi matin, les bureaux de vote ont été pris d'assaut par les électeurs. Ce jour est décisif dans la vie des Égyptiens. Il montre au monde que l'Égypte a un grand peuple qui connaît les principes de la démocratie. Le peuple est dans la rue pour choisir son président et réaliser les objectifs de changement que la révolution du 25 janvier souhaitait atteindre. Grand favori de ce scrutin, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi compte, tout comme le peuple égyptien, sur un score imposant, légitimant ainsi sa prise de pouvoir aux yeux de la communauté internationale. Les résultats issus des Égyptiens expatriés dans 124 pays ont confirmé cette tendance, puisque le maréchal al-Sisi a remporté 94,5% des suffrages. J'aime mon pays et je souhaiterais que le taux de participation soit élevé, parce que ce serait une déclaration du peuple que nous acceptons l'avenir de l'Égypte. Ce serait un message international et national qui prouverait au monde que la source du changement ici, c'est le peuple. Son seul rival est Hamdine Sabahi. Il avait terminé 3e lors de l'élection présidentielle de 2012 qui avait vu le triomphe de Mohamed Morsi. Cette élection représente beaucoup pour les Égyptiens, qui y voient le meilleur moyen de voir appliquer les aspirations revendiquées pendant la révolution de 2011. Nous voulons des réglementations de manière à ce que chacun travaillant pour la justice respecte les autres, que ce soit la police, l'armée, le ministère public. Il doit y avoir des lois pour réguler nos rapports, afin que nous puissions atteindre notre but, qui est la mise en place d'une justice équitable. C'est ce que nous voulons pour les citoyens. Les 11 000 bureaux de vote ont ouvert ce lundi à 9 h sous la surveillance de plus de 15 000 juges destinés à superviser le processus. 53 millions d'électeurs sont appelés à mettre leur bulletin dans l'urne jusqu'au mardi 27 mai. Les résultats officiels, eux, sont attendus pour le 5 juin. L'affaire dite des refoulés de Brazzaville mobilise la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Depuis le 4 avril, 130 000 Kinois ont été expulsés du Congo voisin. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, dénonce des exactions commises sur les populations, notamment des violences sexuelles, et plaide pour l'arrêt des expulsions. Les autorités du Congo, de leur côté, parlent d'un millier de ressortissants étrangers reconduits à la frontière et de dizaines de milliers d'autres qui seraient rentrés de leur propre chef.
En Guinée, le gouvernement et ses partenaires ont signé lundi à Conakry le cadre d'investissement du projet minier de Simandou Sud. Après 16 années de prospection, d'études et de discussions, c'est une étape décisive pour ce projet estimé à 20 milliards de dollars. Une opération espérée lucrative et susceptible de créer des milliers d'emplois. Les précisions de nos correspondants Nicolas Cuquel et Mohamed Lamine Solano. La Guinée franchit un nouveau pas dans le projet d'exploitation de Simandou Sud. Lundi à Conakry, l'État guinéen, Rio Tinto, Chinalco et les partenaires financiers ont signé le cadre d'investissement pour le projet minier appelé Simandou Sud. Ce projet combine l'exploitation minière sur les blocs 3 et 4 de Simandou et la réalisation de nombreuses infrastructures. Cette signature est donc une étape importante dans l'avancement de ce projet d'extraction du minerai de fer dans le sud-est de la Guinée. Simandou est un projet extraordinaire de grands défis qui exige une vision à long terme et de la patience. Cela a demandé du temps pour arriver à un consensus et un document qui définit un environnement attractif pour les investisseurs, tout en assurant des avantages économiques et sociaux à la Guinée. Ce projet Simandou Sud comprend 3 grands chantiers. L'exploitation de la mine de fer, la création d'un nouveau chemin de fer transguinéen d'une longueur de 650 km à travers les 4 régions de la Guinée afin d'évacuer le minerai et la construction d'un port en eau profonde dans la préfecture de Forêt-Caria, des travaux réalisés dans le cadre d'une convention BOT. Le mont Simandou renferme le plus grand gisement de minerai de fer de haute qualité non exploité au monde. Le projet faisant l'objet de la présente cérémonie, vise à mettre en valeur une partie de ce gisement estimé à plus de 2 milliards de tonnes de réserves, avec une production annuelle projetée de près de 100 millions de tonnes. D'un coût actuellement estimé à 20 milliards de dollars US, ce projet est le plus grand projet intégré mine-infrastructure jamais développé en Afrique. L'exploitation des blocs 3 et 4 de Simandou représente un défi important pour la Guinée, car cela pourrait créer jusqu'à 45 000 emplois, directs et indirects, dans le pays. La présente convention devrait être soumise très prochainement à l'Assemblée nationale pour être ratifiée. Passée cette étape, les partenaires finaliseront les études de faisabilité avant que les premiers coups de pioche ne puissent être entendus sur le mont Simandou d'ici quelques années. Après 18 mois de négociations, un compromis a enfin été trouvé entre le Niger et le géant du nucléaire français Areva. Le contrat d'exploitation de 2 mines d'uranium ont finalement été renouvelés. La loi minière de 2006, principal objet de discorde, sera appliquée. Elle prévoit une taxation sur la valeur du minerai extrait de 12% contre 5,5% auparavant. Les 2 sociétés contrôlées par Areva, la Somaïr et la Cominac, seront-elles exemptées de taxes sur la valeur ajoutée. Du football, pour terminer ce journal, les matchs préparatoires pour le mondial de football ont débuté ce lundi. Le Cameroun a remporté son premier match face à la Macédoine 2-0. La rencontre s'est déroulée en Autriche. À venir ce mercredi, une rencontre Nigeria-Écosse et un second match de préparation pour les Lions indomptables qui affronteront le Paraguay jeudi 29 mai. Écoutons l'analyse de André Canabic, ancien Lion indomptable. La victoire du Cameroun sur la Macédoine hier, ça fait du bien, c'est mieux psychologiquement de démarrer par une victoire. Donc je crois que les entraîneurs ont programmé les matchs amicaux par ordre de difficulté. Donc il faut d'abord raisonner le maximum de confiance avec des équipes tout moindre facture que les grosses écuries. Donc pour moi je crois que c'est une bonne mise en jambe et j'espère qu'ils vont aller crescendo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.